Vous, en 1939, donc vous êtes vous êtes incorporé dans le 8e régiment du génie compagnie radio. C'est ce que vous... radio, oui. Mais je veux dire, c'est en septembre 39 que vous êtes, ou c'est avant, vous êtes mobilisé? Le 25 août, le premier jour. Le premier jour. Et vous recevez votre ordre de mobilisation Enfin, vous habitiez à Strasbourg ou à Sainte-Marie? Non, je travaillais à Nancy à ce moment-là. Ah, vous étiez à Nancy. Et j'étais obligé d'aller au centre mobilisateur à Colmar. Ah, 48 voilà. heures, mais j'y étais au bout de 12 heures. Donc vous avez reçu votre... mon appel, enfin, j'étais... votre mobilisation, c'est ça, un papier officiel? Papier officiel. Un papier officiel, c'est ça. Donc vous habitiez Nancy, si c'est pas indiscret, vous étiez marié, vous étiez... Non, célibataire. Et vous travailliez déjà? Oui, bien sûr. J'étais chef de rayon dans un présidic. Ah, à Nancy. À Nancy. Ah d'accord, à Nancy. Oui. Oui, parce que moi je connais un petit peu Nancy. Enfin, la mobilisation m'a pris... C'est dans la rue Saint-Jean alors, non? Rue Saint-Jean. Hein, parce qu'il n'existe plus maintenant le présidic. J'ai fait mon service militaire pendant plus de 18 mois en 34-35, oui. après classe 32, mais j'étais appelé qu'à 34-35. Vous l'avez fait où, par exemple, votre service militaire? 9 mois à Molitor, Nancy, et 6 mois à Queuleux, à Metz, aussi détaché à la météo. Ah oui, Queuleux, qui allait devenir il y a eu un fort où il y a eu des prisonniers, qui était assez dur. Ah oui, c'était déjà le fort de Queuleux. Le fort de Queuleux. Oui, mais enfin, ça c'était en 35. Oui, en 35. Donc vous êtes mobilisé. Oui. Et alors vous allez être affecté, vous pouvez me le dire, en 39. Attendez. À Colmar. Donc vous étiez à Colmar. Et à Colmar, on m'a mis dans un régiment et on était planqué pendant ici dans la ligne Maginot. Oui. Là où il y a le terrain d'aviation d'Arenborn, je crois. Oui, c'est ça, près d'Agno, alors. Oui, à Arenborn. Oui. Et pendant 3 mois, je n'ai même pas pu quitter les fortifications. On n'avait pas le droit de sortir, même pas le dimanche. Et j'ai attrapé une maladie dont j'ai été guéri. Vous savez, ce que les marins ont dans les bateaux qui n'ont pas de vitamines fraîches. Oui, moi, oui. J'ai dû... Vous n'aviez pas assez de... Enfin, j'étais pas à l'air Mais qu'est-ce que vous faisiez pendant ces 3 mois comme on ne faisait rien, on jouait aux cartes. On jouait aux cartes. Et alors, on faisait des exercices avec à 30 km à ronde. On passait des textes. Mais moi, j'étais affecté avec l'aviation. Alors, dans la météo, c'est uniquement des groupes de 5 lettres. 5 lettres, Qui signifient vent 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Hauteur 300, 400, 500 mètres, enfin, on communiquait ça au terrain d'aviation. Et vous étiez à peu près nombreux en tant que soldat Non, on était 7. Vous étiez 7, et vous dépendiez d'un officier On dépendait d'un officier qui n'était jamais présent. Ah oui. Et après, je saute, après j'étais nommé du côté de Belfort. Du côté de Belfort, on était indépendants dans une maison dont les propriétaires avaient foutu le camp, c'était près de la frontière, près de Saint-Louis, et là on était entièrement indépendants, réduits à nous-mêmes, on touchait une solde, on faisait nos achats nous-mêmes, et on passait les journées avec des filles, ceux qui n'étaient pas de service. En hiver, il n'y avait pas de... L'hiver était très rigoureux. Très rigoureux, on n'avait aucune chaleur, aucun charbon, rien, il y avait des fourneaux. Alors on s'est amusé à scier des arbres qui étaient en bon état, dans la forêt qui était à 20 mètres, on sciait des arbres, passer nos journaux, et on ne pouvait même pas allumer le feu, et il y avait la fumée, etc. Enfin, on frissonnait de froid. Oui. Et on fauchait des poules, et enfin chez l'habitant. C'est ça. Poules, les œufs, et tout ça, ça a duré jusqu'en mai 40? Jusqu'en avril mai 40, jusqu'à 10 mai, et après... Il dit les Allemands sont au bord du Rhin, évidemment, on savait qu'il était de l'autre côté. Il y avait une époque où on pouvait même leur faire vingue, sans se taper dessus. Oui. Mais alors on s'est retiré, on ne voulait pas être prisonnier, on s'est retiré vers les Vosges.
C'est-à-dire les 7 hommes les 7 hommes isolés, n'est-ce pas? Isolés. On avait approché un camion, comme ça se passe, etc. Et en principe, votre mission, c'était quoi exactement? Ma mission, les 7 hommes, et de vous particulièrement. Il y avait il y avait un caporal-chef qui nous dirigeait, n'est-ce pas? Et nous étions 6 hommes, et on prenait les tours de rôle, 24 heures sur 24, 2 fois 4 heures chacun. C'est ça. Une fois de jour, une fois de nuit. Et alors, pour ne pas être prisonnier, on s'est retiré en disant, bon, on va aller dans le Midi. Oui. Et quand on était dans les Vosges, on a appris que les Allemands étaient à 10 km, et du reste, ça se voyait avec les avions. Les avions bombardaient les avions. Il n'y avait pas de Français, ils bombardaient au hasard, etc. Et nous, on s'est planqué dans une montagne, n'est-ce pas? Dans une montagne à 3 km du Tillot, et on dit, on va attendre que les Allemands, on va attendre qu'il y ait l'armistice, alors on ne s'est pas fait prisonnier. Mais les Allemands étaient plus malins que nous, vers quelques jours avant l'armistice, ils sont grimpés. Vers le 15 juin, par là. Non, oui, vers le 5 juin. Ils sont venus chez nous et ils me disent, écoutez, on avait une roulante qu'on avait récupérée, on avait 3 toiles de tente, etc. Bon, écoutez, quand il était midi, il faudra descendre, nous rejoindre quand est-ce que vous serez prêts. Alors on dit demain matin, 9h, 10h, il dit vous serez prêts dans 1 heure. Et vous allez descendre dans 1 heure. Et 1 heure après, on était prêts. C'était un officier qui... Non, c'était un adjudant qui venait avec un 2e classe en moto. Ils sont en moto. Oui, ils sont montés, quoi. Vous étiez un peu en altitude. On était en altitude, on était cachés, on n'était pas sur la route, c'était un sentier, on ramassait des champignons. Alors je me rappelle... Donc ils avaient dû vous observer ou oui, déjà vous repérer? Non, les gens du village qui nous ont dénoncés. Oui. Parce que je me rappelle, on est allé tous les jours dans le village, on avait des grenades, et il y avait une rivière assez large qui s'appelait Saussure-sur-Moselotte. On lançait une grenade dedans, et il y avait 10 magnifiques truites de 300 grammes à 1500 grammes qui se levaient. On en prenait 2, et les autres, on les donnait au bistrot, et le bistrot nous offrait une bouteille de vin gratuitement. Ouais, enfin, on s'est débrouillé. Donc il y a des gens qui ont dû parler. Oui. Donc vous êtes arrêté. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller où Alors les Allemands nous ont pris, ils nous ont emmenés enfin, ils l'ont enfermé dans une filature au Tillot, avec défense de fumer, et on n'aurait pas fumé parce qu'ils nous avaient enfermés. Et je ne sais pas, les filatures, c'est plein de poussière de coton, même si ça ne marche pas. Mais vous étiez sans doute, vous étiez que vous 7 ou vous avez... Non, on a retrouvé d'autres régiments. Combattants, oui. Avec les soldats, les sous-officiers, les officiers quelques officiers accidentellement, mais beaucoup de sous-officiers. Et il y en avait de mon régiment, de ma compagnie, qui avait été mis à 5 ou 10 kilomètres de chez nous. On s'est tous, c'était dans le même secteur, on s'est retrouvés. Vous êtes retrouvés. Et alors là-bas, ils ont demandé déjà quels sont les Basques, quels sont les Bretons, quels sont les Flamands, quels sont les Juifs. Ah, déjà, ils ont demandé. Et quels sont les Alsaciens? Alors moi, j'avais la trouille comme Alsacien, parce qu'il y avait des gars, il y avait beaucoup d'Alsaciens parmi nous, qui me connaissaient, je m'appelais Lévy, des gens de ma compagnie, et je savais qu'il y avait quelques rouges là-dedans. Alors, je me suis passé comme Alsacien? Non, comme Auvergnat. Parce que je savais déjà que l'Auvergne, l'armistice était faite, l'Auvergne n'était pas occupée. Et je dis, là, ils ne pourront pas me joindre. Et je me suis débrouillé pour ne pas rester dans ce milieu. C'est-à-dire, 3-4 jours après, ils nous ont donné à chacun 4 chevaux pour aller à pied jusqu'à Colmar. Moi, je n'ai jamais conduit un cheval, je ne suis jamais monté dessus. Mais ils vous laissaient libre Non, ils nous avaient enfermés pendant 3 jours. Oui. Et j'ai vu un de mes copains sous-officiers alsaciens qui était postier à Colmar, qui échangeait déjà avec des bons ariens, avec des Allemands, du chocolat français. Je leur offrais du chocolat. Alors que nous, on gardait le chocolat, les sardines pour les journées dures. Mais enfin, l'autre, il a déjà pactisé. Oui. Et le fait, 3 semaines après, je l'ai rencontré, on défilait, on était enfermés au 4e Dragon à Colmar, et on nous a enfermés pour aller à la gare. Et mon copain, qui avait donné une tablette de chocolat, travaillait déjà à la poste, et qu'on a passé, quand il m'a vu, il a levé le bras. C'est grave, c'est ça.
je n'ai pas voulu le Est-ce dénoncer. une petite question avant de continuer, vous aviez d'autres camarades juifs déjà dans votre régiment ou au TIO, vous en avez retrouvé? Dans ma compagnie, on était 110, j'avais un camarade, il y avait un seul juif qui s'appelait Pierre Lévy. Et vous savez d'où il était, ce Pierre Lévy? Non, non. Vous êtes parlé? Non. Non, pas spécialement. Non, j'ai connu un deuxième, Pierre Lévy, qui était à Strasbourg, mais qui est dans le Midi maintenant. Oui. Et qui était dans le même, pas dans le même stalag. C'est ça. Non, mais enfin, j'avais ce Pierre Lévy, je sais pas, il s'est bien débrouillé, il était bourgmestre. Et j'ai entendu les réflexions, ça c'est des places pour les Juifs. Tu vois, les Juifs ne sont pas compatibles. Déjà, avant que les Allemands envahissent, tu vois, ça, il y avait des préjugés, les Juifs sont des planqués, etc. Ne se battent pas, des choses comme cela. C'était latent. Hein. Bon. Oui, Alors, certains moments, il y avait le capitaine qui est venu. On était français, le capitaine français de notre compagnie, mais on était groupés par 5 et 7 à 20 km à la ronde au Tillot. Au Tillot. Oui. Et alors à ce moment-là, on voulait foutre le camp déjà. Il a dit ne foutez pas le camp, la tendance peut se retourner. Alors à ce moment-là, vous êtes considérés comme traîtres. Déserteurs. Comme déserteurs, n'est-ce pas? Bon. Et alors j'avais demandé, et il a fait ça à tous ceux qui demandent. Nous étions présents à la compagnie jusqu'à telle et telle date, n'est-ce pas? Oui. Et moi, j'ai vu que ça, je l'avais planqué, on ne l'avait jamais trouvé. Voilà ce qu'il m'avait donné, n'est-ce pas? Le capitaine. Oui, ça c'est signé par le capitaine. Hein? Schaeffer, c'était votre capitaine, Schaeffer. Certifié que j'étais maître ouvrier, n'est-ce pas? C'est un cadre, c'est un... Au Tillot. Oui, maître ouvrier, les gens rigolent, personne ne connaît cette spécialité, si on veut, maître ouvrier. C'est entre première classe et caporal, n'est-ce pas? Oui. On avait droit à 2 galets de laine que d'un côté, maître ouvrier, puisque j'étais manipulateur de radio. Oui. Bon. Oui. Alors à ce moment-là... Enfin, c'est un papier officiel. Ça, c'est un papier important. Oui, je voulais si jamais ça se retourne, je dis j'ai déserteur, voilà, etc. Vous avez un papier officiel. Bon. Et alors à ce moment-là, ça, j'avais pu le planquer, je ne sais pas pourquoi. Mon livre militaire également. Vous l'aviez sur vous? Je l'avais sur moi pendant toute la guerre, mais je ne sais pas, c'était bête de ma part. J'ai pu le planquer. Tandis que j'ai des copains qui s'appelaient Lévy, qui ont été coincés et qui ont été mis dans des camps prisonniers. Alors je m'étais fait faire. J'étais donc né à Clermont-Ferrand et un copain chrétien, vous êtes israélite, oui. Copain chrétien m'a fait une plaque d'identité, je m'appelais Levoix, pas Lévy. Et ça, vous le portiez sur votre... autour du cou, vous comprenez? Ah, vous aviez comme les soldats... C'était autour du cou, et en cas de décès... Avec un collier comme ça? Un collier en fer ordinaire, et en cas de décès, ceci restait attaché à mon corps. Le Lois. Le Lois. J'avais... Il manquait le Lois. Non, le V, je l'avais remplacé par un cachet, par une tache d'encre sur le V. Ah, le voix, oui. Non, L-E-O-Y, ça veut absolument... Le voix, oui, ça veut, d'accord, oui. Ah oui, c'est fausse plaque, c'est bien. Oui. Et alors, un truc dont j'étais... Bon, enfin, on reviendra dessus après. Oui, on reviendra après. Bon. Continuez. Hein, bon. Donc, vous étiez... Donc, ça, c'est votre livret militaire que vous avez gardé... voilà tout ce qui m'est arrivé. Oui. Donc... c'est ça, ça résume tout votre curriculum militaire, démobilisé. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer après le Tillot, puisque vous avez parlé de chevaux? Au Tillot, on m'a donné à chacun 3 ou 4 chevaux. Il y avait beaucoup de gens qui étaient paysans ou qui n'étaient pas, mais enfin, qui montaient sur le cheval et traînaient les 3 chevaux. Moi, je traînais les 4 chevaux. Et j'avais la trouille, mais jamais rien arrivé. Mais alors, j'ai vu que ça durait 4 jours pour aller du Tillot jusqu'à Colmar, à travers le col de Münster. Oui, c'est pas évident. Et devait y avoir à peu près 70-80 km, on fait donc 20 km à jour. Et la nuit, on couchait dans les champs, dans l'herbe. Et il est arrivé qu'il y avait des types qui ont foutu le camp avec les 3-4 chevaux. On nous a menacés si on les retrouvait, on allait les fusiller, etc. Bon, il n'en a rien été. Enfin, moi, je suis lâché par
à capacité, je lâchais 2 chevaux. Oui. Et quand je suis arrivé à Colmar, j'avais 2 chevaux et personne ne m'a rien dit. Alors à Colmar, on était enfermés dans une caserne prévue pour 1200 soldats, on était à 4000. Je me dis donc, c'était... Ouais. Et je me rappelle, et alors j'ai pu me débrouiller. Il y en avait qui couchaient sur le ciment. Oui. Moi, avec un copain, on a pu décrocher des portes en bois et coucher sur la porte, sur les portes qui étaient moins froides que le ciment. C'est ça. Et bien alors, au milieu de la cour, enfin, il y avait 3 cours, il y avait un petit robinet pour se laver. Oui. Alors, on se lavait pour boire, et on faisait vraiment la queue de 200-300 personnes toute la journée pour boire, pour remplir son bidon, et pour se laver. Et j'ai vu personnellement dizaines de types mourir de diarrhée. Mourir. Et ils mouraient comme ça? Non, enfin, je n'ai pas vu. Non, mais ils étaient en très mauvais état. Ça s'est raconté, le soir. Mais enfin, il y en avait beaucoup qui avaient la chiasse. Et qu'est-ce que vous mangiez? Rien. Pas grand-chose? On ne recevait rien. Les Allemands nous donnaient, pour moi c'était une nouveauté, ça n'existait pas encore. C'était des soupes ou magie, vous savez, des légumes desséchés. Oui, ça n'existait pas en France. Et j'ai vu que les Allemands... Avec de l'eau j'ai vu que les Allemands, ils recevaient ça d'Italie, c'est des caisses de 5 kilos, et ils nous les cuisaient. Et alors on recevait... C'était donc des cuisiniers allemands ou des cuisinières? Des cuisiniers allemands, là on était sous surveillance allemande, et on nous donnait tous les jours un quart de soupe dans les quarts militaires, un quart à midi, un quart au soir, et c'est tout ce que vous aviez. Quelques chocolats, et alors on recevait, ça je me souviendrai toujours, on avait, tous les jours on recevait à 11, un pumpernickel de 2 kilos, vous savez, les pavés pain noir, et on se débrouillait, on coupait ça en 12 tranches, et je peux pas dire la moitié, mais peut-être un peu moins, et il y avait c'est déjà plein de verre de gris. Oui. Eh bien, on a mangé malgré le verre de gris, et alors ça, qui a donné des maladies. Des maladies. Et vous logiez dans des lits superposés? Non, on logeait par terre, à même le sol, à même le sol, ou bien sur les pas de paille, ou sur les planches, ou sur le ciment. Et ça... Remarquez, c'était le mois de juin. Oui. Mais vous êtes resté alors combien de temps à peu près 5-6 semaines. 5-6 semaines. Qu'est-ce que vous faisiez de la journée? On ne faisait rien. On jouait aux cartes. Vous jouiez aux cartes, entre vous? On ne s'occupait pas de nous. Et vous étiez 4000, et est-ce que vous avez sympathisé avec les 4000? Oui, enfin, on avait... Discuté entre vous, petite équipe, chacun par groupe de sympathie. Oui, j'étais parti avec un copain avec un curé, qui ne savait pas que j'étais juif, et un catholique bien pensant, qui était un très bon catholique, et qui savait que j'étais juif, et qui je suis resté toute la guerre, et qui n'a jamais rien dit. Bon. Et alors, on était allé en Allemagne, on nous a mis dans un train... C'est-à-dire, qui a décidé de vous transporter? Les Allemands. Et un beau jour... Avant de pouvoir trouver une destination, pour nous, ils cherchaient, et on était en attente à Colmar. Donc c'est là il y a eu un triage. Donc. Et là, il y a un triage, et on nous a emmenés à Hoyerswerda directement. Ça, c'est dans mon Stalag, et j'étais pendant... à Hoyerswerda, je ne l'ai pas noté, mais enfin... Attendez, je vais peut-être l'écrire, ça s'écrit... on en a entendu parler hier de Hoyerswerda, c'est là qu'il y a eu des... Oui, ça s'écrit Hoyerswerda. H-O-Y... Oui. E-S... E-S... W... E-R-D-A. Donc vous avez été dans le camp, n'est-ce pas? Dans le camp. Et vous avez voyagé dans des wagons wagons bestiaux, mais enfin... Pendant 2-3 jours? Pendant 2-3 jours, on était à 40, enfin, pas dans les conditions de déportés. Non. Enfin, vous aviez quand même de la nourriture. On pouvait pisser en plein air, on avait de la nourriture, enfin, ça s'est passé normalement. Oui. Et alors, je suis arrivé dans le camp, dans le Stalag, oui. Et comme j'étais alsacien, comme j'étais né à Clermont-Ferrand, je parlais très peu alsacien, et si j'étais obligé, je parlais l'allemand, Hochdeutsch, mais je parle à peu près, mais avec l'accent, je parlais comme un Parisien. De la France de l'intérieur. L'intérieur, voilà. Je parlais, etc.
Et, c'est ça. Et alors, ils m'ont demandé ceux qui étaient volontaires pour travail. Vous êtes passé devant une commission d'Allemands non, un sous-officier, un adjudant allemand qui demandait qui c'est volontaire pour le travail. Tu vois. Alors, il y a eu les sous-officiers qui n'étaient pas obligés. Tu vois. Mais on crevait de faim à peu près, on recevait 2 pommes de terre pourries, la charcuterie qui était bonne, mais aussi 50 grammes par jour, etc. Mais enfin, ils nous ont eu, il y avait des gens qui ne voulaient pas travailler. Je ne travaille pas pour les Allemands, etc. C'est ça, ils n'avaient rien à manger. Oui, enfin, c'est un paille dans la main, mais ils les ont eu parce qu'on n'a rien à manger. Si on ne travaille pas. On dit, vous avez de la chance, vous pouvez travailler dans l'usine, vous manger convenablement, ou chez le paysan, et là, vous aurez tout ce que vous voulez. C'est ça. Alors, tout le monde était volontaire, et moi, j'étais d'autant plus volontaire, parce que je me suis dit, dans un stalag, dans les bureaux, il y a davantage d'officiers que dans un lieu de travail, et les officiers sont censés plus intelligents et reconnaître à mon genre que j'étais d'origine juive. C'est ça. Et ça, je voulais l'éviter. Donc j'étais volontaire pour travailler. C'est ça. Et j'ai travaillé dans différentes branches, dont j'ai des photos. Oui. Et je peux dire... vous avez travaillé, vous mettez donc... j'ai travaillé... ensuite Pirna, chez un paysan. Chez un paysan, où je me suis fait foutre à la porte, je couchais avec la patronne, je dis ça, etc. Enfin, certaines facilités. Et il y avait 2 gamines de 16-17 ans que je laissais tranquilles, qui faisaient partie des BDM, des Bund Deutsche Mädchen. Chaque Allemande était obligée de faire 6 mois de travail gratuit chez des paysans dans une usine, et 6 mois gratuits également comme flic de circulation, ou comme postier, ou comme conducteur de tram, etc. C'est ça. Oui, oui. Et j'étais foutu à la porte de chez ce paysan parce qu'il m'avait donné un Hercé, un terrain. Vous savez ce que c'est Hercé? Non. Bon, c'est-à-dire la terre où il y a des pommes de terre, on la vide, oui. Et alors la terre s'épaissit, alors qu'elle doit rester souple si on l'ensemence. Alors il y a des quatrillages de 1,50 m sur 1,50 m avec des crochets qu'on pose par terre, et par le poids, ça rentre 10 cm en terre, et devant il y a un cheval qui pousse, et moi je mets 2 mètres derrière et je pousse le cheval à avancer. Et quand on arrive au bout du champ, on retourne, on dit au cheval de retourner, et moi, avec la main, je suis obligé de retourner la herse dans l'autre sens. Une fois à droite comme je suis, et comme la terre était basse, la herse, je l'ai laissé tomber, et j'étais tombé sur le pied du cheval. Ah oui, donc le cheval aurait pu être tué, mais il a été blessé. Heureusement que le sabotage, la patronne ne voulait plus, parce que le cheval... C'était la seule richesse qu'elle avait, elle avait besoin. Elle avait quelques vaches qui viennent dans l'étable. Là, j'étais viré et on m'a mis dans une fonderie. Alors, qui c'est qui décidait de vous changer? C'était les Allemands ou les Autrichiens? C'était des soldats autrichiens ou allemands? Non, c'était des Allemands, mais c'était des vieux de 40-45 ans. C'est eux qui, une fois que vous avez été, vous revenez dans votre commando ou dans votre baraquement? Comment ça se passe? C'est-à-dire, au début, il était très strict. On nous amenait le matin à 4 heures. Tu vois. On était 10 soldats et on passait devant chaque ferme et on nous amenait là. Et le soir, à 8 heures, on nous recherchait. Et on nous faisait coucher dans un bistrot où on nous enfermait. C'est ça. Tu vois, et sous surveillance. Donc vous étiez, quand vous dites nous, vous étiez plusieurs alors? Enfin, chez nos paysans, j'étais seul, mais enfin, on était une vingtaine qui travaillaient. Disséminés chez d'autres paysans. Mais le soir, oui. Et un dimanche sur 2, il fallait travailler. Parce que les vaches devaient être traites, et il y avait les animaux, il fallait retourner la paille, etc. Et alors, excepté ceux qui étaient catholiques pratiquants. Qui allaient à l'église du village alors? Non, d'un village voisin à 2 km. Vous alliez à pied donc? À pied. Et alors moi j'étais volontaire, j'étais bon catholique. Donc je préférais faire 4 km à pied que de travailler. Mais parallèlement, je voulais vous demander, est-ce que dans le Stalag 4, il y avait un groupe? Est-ce qu'il y avait un... Parce que dans certains stalags, on mettait les juifs ensemble. Est-ce qu'il y avait un groupe? Non, pas du tout. Parce que dans certains, il y avait. Oui, mais enfin, on ignorait que j'étais juif.
C'est ça. Mais il y avait d'autres juifs qui... Il y avait un autre juif avec moi, d'après son genre, j'ai vu, il était d'origine de l'Est, c'est ça. En français, il avait un léger accent, mais il avait travaillé en France. En plus, il avait les cheveux frisés, Rudi Beckler, vous parlez l'alsacien, Rudi Beckler, et il était tailleur de métier. Oui. Alors, tout me fait croire qu'il est juif, etc. Et j'ai fait aucune réflexion, parce que je peux me tromper. Et quand la guerre était finie, je lui ai demandé. Et il a dit oui. Alors il m'a dit oui, et il se doutait que j'en étais également. C'est ça, c'est entre vous, oui. Et je regarde là, je me dis, non, j'ai le temps. Non, parce que j'ai le kiné qui vient entre 10h et 10h. De toute façon, ça ne dira pas. Alors, donc vous étiez après dans une forge. Dans une forge, et dans une forge, j'ai travaillé qu'un mois. Et c'était en quelle année, ça, à peu près 40, 41 42. 42, donc vous êtes resté quand même assez longtemps chez le paysan. J'étais pas près de 2 ans chez le paysan. Donc il a fallu que cet incident malheureux pour changer. Pour changer. Mais ça vous plaisait? C'était pas si mal. C'était pas si mal. Oui. Et j'étais bien avec les soldats allemands. Je veux dire, moralement. J'avais confiance. J'avais confiance, j'étais pas juif. Bien sûr. Il y en a qui ont esquinté les juifs, après je pourrais citer des cas. Par exemple, chez ce paysan-là, c'est la paysanne, parce que le patron venait, j'ai connu au bout de 13 mois, il se pose son premier congé. Et alors, avant d'aller voir, je ne le connaissais pas, j'avais vu des photos, j'ai travaillé dans l'écurie, à ce moment, je vois un soldat arriver, dans les 40 ans, je dis, tiens, ça pourrait être mon patron. Il n'avait pas pu prévenir sa femme. Mais alors, ce qui m'a choqué, il n'est pas allé dans la cuisine, dans la salle à manger, la première chose, il est allé dans l'écurie pour voir comment étaient les choix, comment il était nettoyé. Regardez l'écurie, les étables, et après, il est allé voir sa femme, s'embrasser sur la bouche, tout ça, tout à fait banal. Ça m'a choqué, cette mentalité. Alors j'ai travaillé dans une forge, dans une forge, j'avais un travail assez pénible. Ils fondaient des roues pour les wagons. Alors, je m'excuse, mais je n'étais pas du métier non plus. C'est normal. Oui, alors, évidemment, on coulait le fer, et on laissait tomber dans des moules qui avaient la forme d'une roue de chemin de fer. On attendait 2-3 jours que le rouge devienne, enfin que ça durcisse, et après on avait un truc comme on a pour les pavés, vous savez, une perceuse. Oui, je vois, ça porte un nom. Enfin, comme maintenant. Et avec ça, il fallait enlever le sable. Il y avait du sable qui collait, et moi je commençais à avoir des boutons ici. Et c'est uniquement du mouvement toute la journée. C'est ça, oui. Alors j'ai demandé à voir un médecin, et je dis, écoutez, moi j'étais fonctionnaire à la poste. Mais le médecin est venu vous voir ou c'est vous on m'emmène. Dans le camp, le stalag, on m'a emmené à 10 km en train. Chez un médecin? Chez un médecin. Qui avait un cabinet? Un cabinet, parce que l'hôpital était à 40-50 km. Alors je dis, écoutez, regardez mes bras, je ne suis pas manuel, j'étais comptable, parce que je ne pouvais pas dire que j'étais représentant comme ça. Non. Ce sont des juifs, je dis que j'étais employé de bureau, et regardez mes bras, je vois, je l'avais déjà pas plus gros que maintenant, je ne peux pas tenir. Bien sûr. Alors, il m'a fait partir, alors il a travaillé, j'ai travaillé dans le même village, dans une scierie qui s'appelait Villinéter, où j'ai trouvé le meilleur copain de ma vie. Et le type était très chic avec moi, et moi avec lui, on vivait ensemble. Et alors, c'était un des rares que je voulais revoir après la guerre, je dis ça en passant. Le type était ouvrier de tissage à Rouen. Je lui ai téléphoné. Vous l'avez revu après? Non, je lui ai écrit, il n'avait pas de téléphone après la guerre. Je lui ai dit, écoute, je suis dans le textile, j'ai l'occasion d'aller à Saint-Étienne, je voudrais bien te serrer la main. Et vous l'avez revu? Alors, je suis revu, mais alors une cruelle déception. Le type, c'était un simple ouvrier, c'est que j'aime pas, mais on n'avait aucune conversation ensemble. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il était communiste ou quoi, mais enfin, on n'était pas du même milieu. C'est ça, rien comme on peut parler. Juste eu un petit coup. Oui, on a bouffé ensemble, on se reverra, et pendant 2-3 ans, on s'est envoyé une carte au Nouvel An, et après c'est classé. Et je vous jure, le type, il serait mis au feu pour moi et moi pour lui. On vivait exactement 24 heures ensemble. Mais il ne savait pas que vous étiez juif? Non, il ne savait pas. Et après-guerre, il l'a su?
Après la guerre, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Non, une spéciale. Je dis, je m'appelle Lévy, etc. J'étais partout le roi. Enfin, je peux raconter pas mal d'histoires. Oui. Donc la Syrie, là. Dans cette série, par exemple, le type était chef des nazis. C'est un petit village de 700 habitants. Oui. Et le type, il était bossu, ça n'empêche pas, il était chef des nazis. C'était un Allemand, non? C'était un Allemand, tous les Allemands, et le dimanche, il se promenait en uniforme, etc. Alors que c'était un crépot, c'était un bossu. Enfin, bon. La Syrie, là, il y a moins de travail qu'un paysan, et les paysans avaient trop de boulot. Et là-bas, on n'avait pas le droit de manger. Alors, on n'avait jamais le droit de manger avec les Allemands. Alors pendant 3 mois, on mangeait à part, c'est la patronne qui... On était 2 prisonniers, elle nous préparait la table, et nous donnait la même cuisine qu'à elle. Et quand on avait fini, on partait, on mangeait bien. Et au bout de 3 mois, la patronne en avait marre, n'est-ce pas? Elle a décidé, malgré que son mari était nazi militant, on a mangé avec les patrons. Ah oui. On s'en repasse à la bonne femme au lieu de faire 2 fois la cuisine. Et ça, c'était partout comme ça, au début, puis à une part, fois et après, on sympathise, etc. Avec les Russes et les Polonais, ils ne l'ont pas fait. Oui, et alors là-bas, il y avait un gamin de 6 mois, 1 an. Cette bonne femme, Mme Bélinetter, ma patronne, avait un gamin de 6 mois, 1 an, 18 mois, je ne me rappelle plus. Il avait le droit de manger à table avec nous. Alors on avait des grandes tasses de soupe, avec de la soupe épaisse ou n'importe quelle soupe. Et alors on profitait, on était lâches, on profitait, le mari n'était pas là, et on profitait que la maman était à la cuisine pour préparer ses plats, et on était seuls avec les gosses, avec la soupe. Alors lui et moi, enfin mon copain et moi, on prenait la cuillère à soupe et on tapait délicatement dans la soupe. Et pendant 6 mois, chez un paysan à côté. Oui. Et j'avais un de mes copains, Martin Lacoste, qui travaillait dans la même ferme que cette fille, et on s'est amouraché, cette fille. Enfin, elle venait le soir à 6 heures. Vous la voyez. Oui, mais surtout en hiver. Ça durait 3 hivers, et il m'arrivait de ce qui doit arriver quand des jeunes se retrouvent, et on faisait l'amour en plein air, ou bien dans des pépinières, sous des petits arbres, ou sur une charrette qui fait le fumier, où j'avais mis couverture dessus. C'est ça, oui. Et alors, cette fille m'a donné beaucoup de courage. J'ai appris que son père était ouvrier communiste à Dresden. Et nous, on pouvait lire que le Völkischer Beobachter, on pouvait lire que les journaux nazis, et on pouvait écouter que la radio nazie, la radio allemande. Officielle. Et son père écoutait la radio anglaise. Pour savoir et j'avais les nouvelles d'Angleterre, tous les 8 jours. Et à l'époque, j'étais très déprimé parce que jusqu'à Stalingrad, j'étais sûr que les Allemands étaient vainqueurs. Et même après Stalingrad, c'était toujours une retraite stratégique. Vous comprenez? C'était une retraite stratégique. Et je voyais les Allemands encore 2 mois vainqueurs. C'est ça. Et pareil, j'ai appris que ce n'était pas le cas. Et ça m'a regonflé. Ça vous a redonné le moral. Parce que je me voyais... Les Allemands gagnaient la guerre et moi je retournais en France et reconnaissais. Alors autre chose, j'ai travaillé à un certain moment dans une laiterie. Oui, par la suite, vous avez une laiterie. Molkereis, alors il y avait des ouvriers polonais qui venaient de 4-5 villages avec des gros bidons de lait, et moi j'étais obligé de les verser dans une balance où on pesait le nombre de litres, etc. Et ça c'était à partir de 6 heures du matin, mais je commençais déjà à travailler le matin à 3 heures pour préparer le fromage blanc et du beurre. Oui. Alors je me mettais à coquiner avec un prisonnier polonais, et lui, il me donnait un bidon de 2 litres de crème. Non, moi je lui donnais un bidon de 2 litres de crème ou 1 kilo de beurre, et lui, il me donnait du lard ou du jambon qui cachait. Vous étiez plusieurs à travailler dans cette laiterie ou dans cette laiterie, on était à 2. 2, mais on avait chacun... le patron ne pouvait pas exiger du garde de m'amener tous les matins à 3h30. Vous comprenez? Parce qu'en principe, mes collègues
couchait dans une bistrot désaffecté. C'est ça. Et nous étions les seuls, un copain à moi, un nommé Lippard, qui est de Bordeaux, qui était même huissier à la Chambre de commerce, huissier à la Chambre des députés. On couchait chacun dans une chambre, et le patron, en principe, à 9h du soir, devait nous enfermer. Oui, jusqu'à 3h du matin, etc. Mais à la fin, il oubliait de nous enfermer, et on avait parfois des fredènes. Donc vous enfermez, c'était à côté de la laiterie dans la chambre, dans un bâtiment à part. En dehors de la laiterie. Dans une maison à 20 mètres de l'église. Il devait nous enfermer, mais enfin, le type, il se mettait déjà à dormir à 5h de l'après-midi. Oui, donc, alors, parfois, il nous endormait pas, et on avait parfois des relations extra-conjugaux. Bon, enfin, j'étais célibataire à ce moment-là. Oui. Alors, vous êtes resté combien de temps dans cette laiterie, à peu près 5-6 mois. C'était dans 43 44. Mais alors, plus haut, le patron, il a remarqué qu'il manquait du beurre, sans doute. Et enfin, il venait à l'improviste dans la journée dans ma chambre, et il a vu que sous mon oreiller, j'avais 2 kilos de jambon. 2 kilos de jambon ou de large. Alors il a signalé, il a dit, il veut plus ce prisonnier-là. On change de prisonnier. Alors l'adjudant-chef ou le lieutenant dit, écoutez, en ce moment, on est en cours de prisonnier, on ne peut pas vous en donner, il faut le garder. Alors il dit, je ne veux pas garder un voleur. Il dit, écoutez, on ne peut pas vous le remplacer. Alors comme punition, et alors je travaillais le dimanche aussi là. Alors comme punition, il y a le garde qui me cherchait le samedi après-midi à 4h, et qui me mettait dans la prison civile. Et le lundi matin, venez vous rechercher. Me rechercher à la prison pour me mettre au travail. C'était pendant. Alors là, j'étais vraiment puni parce que. Oui, parce que vous ne pouviez pas sortir. Je ne pouvais pas sortir, mais après, mon patron avait besoin de moi. Mais alors, j'étais assez généreux avec les cigarettes. Je recevais 8 paquets par semaine, j'en donnais aux soldats allemands. Vous receviez des paquets de la Croix-Rouge alors? La famille et de la Croix-Rouge française. Donc vous correspondiez avec votre famille. Qu'est-ce que vous aviez comme famille? J'avais mon père, des oncles et tantes. Qui vivaient où qui vivaient en général à Néry-sur-les-Bains, près de Montluçon. Oui. Donc votre père et mon père que je n'ai jamais revu, n'est-ce pas, ici. Alors vous voyez, je m'appelais Leroy, n'est-ce pas. Oui. Ici, mon père était à Trégnat un certain temps. Voilà, j'en avais beaucoup d'autres. Je dis pratiquement, je ne les ai jamais relus, n'est-ce pas, parce que. Alors. J'avais la famille que j'ai toujours qui s'appelait Schwartz, n'est-ce pas, et on appelait Suars, n'est-ce pas. Je peux vous laisser des cartes comme ça. Oui, si ça vous dérange pas. Vous voulez m'en laisser? Moi, de toute façon, je vous les rendrai. Non, j'en ai pas besoin. Par exemple, il n'y a rien de compromettant dans il y a des banalités. Voilà. Tout va bien, même quand ça allait mal. Oui, éventuellement, je pourrais peut-être en publier une pour. Oui, mais enfin, je voudrais pas. Non, enfin, c'est avec votre accord, si je publie quelque chose. Oui, je voudrais pas faire voudrais pas faire paraître mon nom. Ça de l'avant-guerre, sans doute. Bon, moi, je ne ferai pas. De toute façon, je ne ferai pas apparaître votre nom. Oui. Simplement. Ça c'est un nom qui s'appelait Ernest Weil. Oui. Elle se mettait F. Ernest, moi je savais qui c'est. Donc je peux éventuellement le garder. Oui, d'accord, même d'autres si vous voulez. Oui, je veux. Voilà. Donc en fait, vous receviez du courrier de votre père. Vous aviez des frères et sœurs? Non. J'avais un frère qui est décédé avant la guerre. Oui, donc en fait vous étiez seul. Oui. Bon, attendez, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est la croix de... médaille, enfin, ça, c'est la carte du combattant. Carte de combattant. Ça, on n'avait pas besoin. Oui. Ça, c'est là où j'étais pendant plus de 3 ans, ce matin-là. Wilsdorf bei Radeberg. Ah oui. C'est ça, vous avez été pendant 3 ans. Oui. C'est une carte... oui, une carte postale qui appartient à tout le monde. L'endroit, c'est ça. Mais là où je suis particulièrement fier, à la fin, on m'a mis chez un type qui est avant la guerre, il était grossiste en articles de cuir pour cordonnier. Il vendait des cuirs, des boucles, des clous. Grossiste en articles de cuir, là, oui. C'est ça. Alors évidemment, il n'y avait plus de soldats. Les soldats, dans 44, là. Ça, c'est dans 44, n'est-ce pas? Manquait, oui. Oui. Et il fallait qu'elle travaille quand même. Alors, elle était chargée de ramasser tous les pots de lapin chez les paysans. Chez les paysans, le porc, enfin le cochon, ils avaient droit à avoir 1 ou 2 cochons.
les poules et les lapins, c'était libre pendant la guerre. Alors, ils faisaient tous du lapin, les paysans. Et alors, mais ils n'avaient pas le droit de jeter les pots. Alors moi, j'étais obligé de chercher les pots. Et les amener où? Je les amenais chez mon grossiste qui avait un toit. Et qu'est-ce qu'il en faisait? Les pots, on les retourne, n'est-ce pas? On les retourne, on les met sur une tringle en fer pour tirer et pour que la peau sèche, n'est-ce pas? Pour que la peau sèche. Et parfois, j'avais tellement faim, j'avais rien à manger. Je travaillais, je mangeais dans une... je mangeais dans la caserne, mais en fait, j'avais rien à manger. Il m'était arrivé de racler la peau du lapin où il y avait des petits bouts de viande de 0,5 cm. Alors, évidemment, je m'appelais le Wa. Le Wa. Hein? Le Wa. Oui, alors j'avais le droit de circuler. J'avais le droit de circuler à 10 km à la ronde en tricycle. Même dimanche. Alors j'avais cette carte. Là, je travaillais à Pirna, vous voyez à l'envers. Oui, là c'est à l'envers. Vous aviez avec le Heil Hitler, hein? Hitler, oui, c'est ça. Ah oui, donc vous aviez une carte qui vous permettait de circuler. Ah oui, et là, j'étais à kilomètre, c'est la même chose, ici à Nice. C'est ça, hein? À Pirna, 13. Oui. Ah, oui. C'était une carte qui vous permettait de circuler. Je circulais même dimanche. Je faisais même des Freuden extra commerciaux. Enfin bon. Et alors ceci encore, c'est une autre. La suite. Là, il n'y a pas de highlight. Lautmann. Ah oui. Bon, et la patronne, Mme Billy Reinecker. Reinecker, son mari était capitaine, je ne l'ai jamais vu, il était dans l'armée. Elle, c'était la fille d'un banquier de Berlin. Et je n'ai jamais vu une aussi grosse antisémite. Et alors, après la guerre, je l'ai laissé passer 6 mois et je lui ai écrit, pour plaisir d'annoncer que vous aviez un juif pendant 6 mois chez vous. Bon, elle l'a su. Donc vous êtes resté jusqu'à 44, début 45 écoutez, ça c'était moderne. Jusqu'à la libération Jusqu'à la libération, c'est-à-dire, vous voyez, ça c'est mars 45. Oui. Donc quelques semaines après, il fallait partir. Et moi, je suis parti, j'étais un des rares. On était 2 soldats allemands, des retraités, des vieux Allemands. Et j'étais le seul à avoir mon tricycle professionnel. Vous savez, un vélo et un tricycle où je ne mettais pas de lapin. J'ai foutu le camp après. 2 heures après, ma patronne est venue me rechercher pour prendre le tricycle. Elle avait vu que j'avais foutu le camp. Oui, c'est ça. Bon, donc on a marché 3-4 jours, je crois que je vous l'ai écrit, et on s'est retrouvés dans un champ, et le lendemain matin... Vous étiez combien là quand vous avez marché? on était à peu près une quarantaine. Donc des prisonniers? Des prisonniers, on se retrouve sur la route. Des prisonniers de différents commandos. Différents commandos, de beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Il y avait même des Belges. Qui dépendaient du Stalag 4. Du 4A, Königstein. Donc vous marchez? On marchait, on avançait, on croyait à l'époque... Vous croyez aller vers où? Non, on est allé vers la Tchécoslovaquie. Mais vous pensiez y aller Non, on voulait aller vers la Tchécoslovaquie parce qu'on savait que les Américains allaient vers les Russes. Et on voulait être libérés par les Américains, mais les Américains sont arrêtés 20 km avant nous, à l'Elbe, et on s'est trouvé, malgré nous, en territoire russe. Et alors, vous avez vu des Russes? Alors un bon matin, on se réveille, il n'y avait plus de soldats allemands. On attendait 2-3 jours, on est allé chez les paysans, etc. Et on avait collé des tricolores dessus, etc. Et les Schmechtetessen, etc. Alors, ils ont donné à manger. Enfin, je me rappelle, les mêmes paysans qui avaient, quand on est arrivé, ils avaient encore le drapeau nazi, n'est-ce pas? Le drapeau nazi, et quand les Russes sont venus 3-4 jours après, le drapeau nazi, ou bien ils avaient enlevé le drapeau nazi, ils avaient mis des draps blancs, n'est-ce pas? Ou bien le drapeau nazi restait, mais ils avaient enlevé la croix gammée. Parce que la croix gammée n'était pas imprimée dessus, elle était cousue dessus. Sur le fond blanc rouge, fond blanc, alors on voyait le fond blanc, etc.
les mêmes Allemands. Hein. Oui. Bon. Alors vous avez marqué que vous êtes libéré en pleine campagne près de Pilsen. Par qui vous êtes libéré? Les Russes. Les Russes. Ils n'ont pas libéré, on les a vus un jour. C'est ça, mais alors ils étaient là. Alors je veux dire, entre ce moment où vous avez été libéré, c'est-à-dire c'était en avril 45? Oui, en avril ou mai 45, je me rappelle. Comment vous avez été rapatrié en France? Eh bien, on nous a fait marcher une trentaine de kilomètres, et là, on nous a fait prendre un train. Oui, on nous a fait pris un train, oui. Et je crois que c'est à Chemnitz, je ne sais pas, il y a les Américains nous ont emmenés en camion. Si je voyais une carte allemande, je pourrais vous le dire, enfin, à 100 km de là, et on nous a emmenés en avion jusqu'à Saarbrück, et de là en camion à Hayange, où j'étais libéré. En Moselle. En Moselle. Donc à Hayange, vous êtes arrivé dans une gare, la gare non, en camion. En camion. Dans une caserne. Il y avait une caserne. Et là, il y avait des soldats français en uniforme, tu vois. Et vous aussi, vous étiez en uniforme. Hein? Et moi, j'étais en uniforme. Et alors, à Hayange, par exemple, donc c'était en 45, vous avez été où? On vous a... de Hayange, vous êtes passé dans un bureau, vous avez vu un officier? Un officier, je voulais me planquer, je voulais avoir... je faisais comme les copains, oui. Je voulais avoir une certaine invalidité, tu vois, pour carte, etc. Heureusement, je n'avais rien. Mais en passant, et alors là, quelle est votre direction? Et je suis allé à Néris-les-Bains, qui se trouve près de Montluçon, où N-E, accent aigu, R-I-S, les Bains, oui. C'est à 3 km de Montluçon, où j'avais ma famille qui est réfugiée. Mon père était décédé. Il est décédé. La famille mon père est décédé de misère physiologique. Oui, de Montluçon. Bon. Et alors, donc vous étiez à Néris-les-Bains en quoi? En juin en train. En juin 45. Juin 45, et je restais jusqu'à septembre 45. Et de là, vous êtes revenu? Je suis revenu à Strasbourg, qui était encore à peu près inhabité, et j'ai bricolé pendant un an avant de trouver une situation. Et vous avez mes patrons juifs, juifs d'origine germano-suisse, Reichenbach, qui était un oncle de Reichenbach, cinéaste, etc. Oui. Et Bayersdorf, qui était propriétaire de la crème Nivea, etc. Tout ça, c'était mes patrons, j'étais bien avec eux. Et quand je suis revenu, j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux... D'abord, je leur reproche, ils ne m'ont jamais rien envoyé pendant la guerre. Oui, il y a des chrétiens, ils ont envoyé... Et vous travaillez, vous pouvez me rappeler, vous travaillez dans le... Dans un prisonnier comme chef de rayon. Dans le prisonnier. Et après-guerre, à Strasbourg, c'était aussi dans non. Alors, j'ai demandé à travailler dans si je peux retrouver ma place. Alors, ils m'ont répondu, nous n'avons rien de libre, tu vois. Dès que Strasbourg, profitant de vos connaissances en alsacien, dès que Strasbourg ouvrira, on fera signe. C'est ça. Alors, je veux dire, je me dis, ces gens-là me considèrent comme incapable, tu vois, parce que mes seules capacités, c'est de parler alsacien. C'est ça. Alors que je n'avais jamais travaillé à Strasbourg, j'ai travaillé à Nancy, à Clermont-Ferrand, un peu partout, etc. Bon, j'étais vexé. Et alors à ce moment-là, comme j'étais dans le rayon textile, j'ai fait des annonces dans les échos, à gauche et à droite, dans mes relations, pour trouver du travail comme représentant. Bien sûr. Je n'avais pas les moyens de mettre à mon compte. Et comme représentant, alors j'étais... j'ai vu pas mal de maisons, il me dit pourquoi pas, même notre représentant n'est pas encore venu, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, n'importe comment, avant 2 ans, on ne peut pas vous donner de représentation parce que c'est la vente d'office. Vous ne vous rappelez pas, à l'époque, ils donnaient à tous les détaillants un contingent de 20 à 30% de ce qu'ils utilisaient avant la guerre, les gens étaient vraiment limités. Alors à ce moment, je lisais tous les jours les Échos, qui était un journal professionnel, et je voyais qu'on cherchait des représentants pour l'étranger. Pour l'étranger, parce que quand on vendait pour l'étranger, quand on vendait à France pour 100 francs, ils avaient droit à 20 francs de fil, par exemple, pour faire de nouveaux tissus. Et quand on vendait pour 100 francs à l'étranger, on avait droit à 150 francs de fil. Alors je dis, pour l'étranger, alors évidemment, ils ne donnent pas de commission. J'ai voyagé à mes frais, mais j'ai bien gagné ma vie. Vous avez bien gagné votre vie. Et je suis allé en Scandinavie jusqu'en 64. Bon, je crois qu'on va bientôt terminer, il y a peut-être une ou deux questions pour terminer. Maintenant, le gars vient à 10h ou à 10h30. Non, on va terminer. Je voudrais vous poser une question. Vous êtes revenu
Est-ce que vous vous sentiez diminué quand même de cette captivité pendant 5 ans, ou vous avez des... Je veux dire, non, parce que vous avez mis, par exemple, vous avez une paralysie faciale pendant 6 semaines. C'était pendant le... Pendant que je travaillais à l'électrique, oui. Parce que je travaillais en plein air, même en hiver à 4 heures, et j'ai pris un coup de froid, et j'étais comme ça, voilà. Je ne pouvais même pas manger une soupe. Ça, et quand vous êtes revenu, il vous a quand même fallu du temps pour vous réhabituer? Non, ça allait? Ce qui est drôle, j'étais donc entièrement paralysé, et ils m'ont mis pas dans un hôpital, dans une infirmerie, et ils m'ont soigné avec un minimum de 6 à 12 aspirines par jour, et 24 heures, c'est 24. Ils avaient mis une lampe chauffante, enfin, une vingtaine de lampes, n'est-ce pas? Oui. Et au bout de 5-6 semaines, j'étais comme le premier jour, et un jour, je me réveille, j'étais normal. J'étais normal. C'était donc un coup de froid, etc. Et j'ai voulu faire jouer ça quand je suis revenu. Oui, mais ça n'a pas rien trouvé. Donc, vous n'êtes pas, votre captivité, 5 ans, c'était quand même long, hein, ça n'a pas, je veux dire, trop joué sur votre... Non. Vous aviez quand même trouvé de quoi espérer après-guerre. Enfin non, j'ai traîné pendant 1 an et demi à ne rien faire ou à végéter. Oui, parce qu'il fallait retrouver l'habitude. Et alors je dis, j'avais un sentiment de jalousie. Pourquoi? Pour les copains, pour les connaissances qui étaient restées en France, qui malheureusement ont été déportés, ou d'autres qui sont enrichis en faisant du trafic. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Et alors que vous étiez 5 ans prisonnier. Une jalousie bien sûr, commune. C'est humain. Et alors, j'étais vexé parce que mes patrons m'a dit, il n'y a pas de place, mais dès que Strasbourg, où on parle l'alsacien, ouvrira, on pensera à vous. Alors, mais vos patrons, ils étaient où, à Nancy? L'un était en Amérique et l'autre était en Suisse. Ah oui. Et... Oui. Enfin, quand je suis venu, ils étaient de nouveau là. Oui. Et alors j'étais jaloux également de mes collègues que je considérais, disons pas incapables, mais pas plus malins que moi, et qui avaient les mêmes fonctions que moi. Et après la guerre, ils sont retrouvés comme directeurs. Oui, alors qu'ils n'avaient rien de plus que vous. Vous avez la même instruction que moi. Alors, vous-même, vous avez fait votre instruction à Nancy? Non, à Strasbourg. À Strasbourg, vous avez fait vos Kléber, ou je ne sais pas, Fuster? Non, gymnase protestant. Gymnase protestant. Jusqu'en 2e, parce que mes parents n'étaient pas très aisés, mon père était comptable, et je me sentais pas doué pour les études. C'est ça. Et je craignais aussi de louper le bac, qui était plus sérieux que maintenant. Et alors, quand j'étais que j'ai quitté le gymnase en 3e, j'ai travaillé 2 années à l'école municipale de commerce à Strasbourg, qui a des bâteliers, je ne sais pas si ça existe encore. Enfin, c'était une école élémentaire, si vous voulez, mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris là-bas, en 2 ans, au point de vue pratique, etc. Oui. Vous vouliez me montrer là des documents? Oui. Je vais juste arrêter.